8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Voilà, bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver ce soir, une émission un peu particulière, je compte beaucoup sur vous. On va parler ce soir autisme et emploi, emploi et autisme, en sachant, je le dis tout de suite, je sais que le sujet est assez clivant, comme d'autres sujets, mais celui-là est particulièrement clivant, que ce soir on va parler d'une situation avec certains repères dans une entreprise, avec une, deux, trois personnes, mais qu'on n'a pas la prétention de dresser le contour de toutes les situations de l'autisme par rapport à l'emploi et de l'emploi par rapport à l'autisme. Donc bien sûr, cette émission, elle gagnera en contenu si vous vous exprimez, si vous donnez des exemples, si vous commentez un petit peu ce que l'on fait. On est bien d'accord, il n'y a pas une seule situation d'emploi en France et il n'y a pas une seule situation d'autisme non plus en France, et il y a encore moins une seule situation où une personne autiste travaille et tout se passe bien ou tout se passe mal. On va discuter de tout ça pendant cette émission. Avant ça, vous connaissez les règles, hein. On a le droit d'être d'accord ou pas d'accord avec moi ou avec mes invités, mais on reste gentil. Si on n'est pas poli, je coupe, hop, on rentre, chacun rentre chez soi, on va au barbecue, on fait autre chose, mais on ne s'énerve pas, bien évidemment, derrière l'écran. C'est pas le but du jeu. Et puis je vais, bien sûr, faire comme dans toutes les autres émissions, je vais remercier les partenaires, la Chambre de commerce et d'industrie de la Creuse, de la Haute-Vienne, Limoges Métropole et la Chambre de métier de Haute-Vienne qui m'accompagnent sur ces émissions, et ça permet de travailler tranquille avec du matériel. Vous allez voir, une de mes invitées est ravie parce que j'ai pu acheter un nouveau fauteuil, elle est contente, bien sûr, elle est mieux installée que la première fois où elle était venue, mais elle était venue, j'étais pauvre, maintenant, pauvre, je croule sous les aides financières. Non, c'est pas vrai, mais en tout cas, ça permet de travailler dans de bonnes conditions. Allez, je vais vous présenter mes invités, vous les voyez, ils sont là, ils sont sages, donc j'ai sous les yeux les images, bien évidemment. On va commencer par Philippe Mazière, que vous voyez là, qui est à droite, je pense, de votre écran. Comment ça va bien, Philippe? Jusque-là, très bien. Bon, non, mais vous allez voir, il a l'habitude, il sait ce que c'est que prendre la parole en public, etc. Mais là, il fait un peu le timide, tout simplement, parce qu'à côté de lui, il y a Andrea Perrier. Comment ça va, Andrea? Ça va, merci. Vous savez, on a perdu la reine, et regardez bien, parce qu'Andrea a un côté un peu... elle est pas loin de Windsor, je vous le dis. Voilà. Et Denis, comment ça va, Denis? Ça va très bien. Denis en forme. Denis, il est venu un peu fatigué. Alors, on va faire une petite présentation. Alors, vous le savez, vous pouvez poser des questions, bien évidemment. Présentez-vous quand vous posez des questions, c'est toujours intéressant. Je sais que ce soir, il y a des gens qui sont inscrits, qui sont d'Alsace, d'autres de Paris, etc., etc. Il y a des gens d'un peu partout. Faites-vous connaître avant de poser votre question. On va faire une petite présentation. On va commencer par Philippe Mazière. Philippe Mazière, président de Celios. Qu'est-ce que c'est Celios en quelques mots, Philippe? En quelques mots, c'est une entreprise de services numériques, c'est-à-dire que nous faisons de la délégation de compétences auprès de nos clients qui ont besoin de compétences particulières pour des projets particuliers. Voilà, alors délégation de compétences, juste pour que je comprenne bien, c'est-à-dire que tu as des clients, tu as des collaborateurs, des collaboratrices, et les collaborateurs-collaboratrices, comme c'est le cas de Denis, je crois, vont travailler physiquement dans les entreprises qui ont besoin de tes compétences. Oui, puisqu'il faut utiliser en général les moyens techniques du client, donc ça ne peut pas se faire ailleurs que chez le client. Si ça peut se faire ailleurs, effectivement, on a des locaux adaptés pour travailler sur ces projets clients en dehors de leur mur. Donc, le secteur de l'informatique. Clairement. Le secteur de l'informatique. À côté de toi, Denis, comment ça va, Denis? Ça va bien. Ça va toujours depuis tout à l'heure. Toujours bien. Alors Denis, moi je vais te laisser te présenter, me dire un petit peu qui tu es. Alors, tu me dis, je ne suis pas diagnostiqué autiste. Je ne suis pas diagnostiqué autiste. J'ai eu quelques troubles pour la sociabilisation quand même. Je suis assez introverti et de temps en temps, j'ai des difficultés. D'accord. Toi, tu penses quand même qu'on est dans le champ de l'autisme? Les troubles du spectre de l'autisme? Je sais pas, mais bon, c'est... D'accord.
Des fois en famille, ça en parle. Dans la famille étendue, ça en parle. D'accord. Surtout, n'hésitez pas à me dire si vous entendez bien le son, parce que Denis, il parle tout doucement. Alors, on a fait des essais son, ça fonctionne, mais des fois, vous savez, il suffit que ça commence. Alors, Denis, quel est ton boulot exactement? Alors, moi, je suis ingénieur informatique, donc je travaille en délégation pour Legrand sur leurs outils marketing, donc pour pour une des divisions de Legrand qui fait plus l'aspect disjoncteur et ce genre de choses. D'accord. Alors, pour les gens qui ne savent pas quand même, parce qu'il y a des moments où il faut faire un peu les malins, on est à Limoges. Legrand, c'est le numéro 1 mondial de l'électricité, hein, c'est pas non plus la foire à la saucisse. Donc Denis travaille chez le numéro 1 mondial de l'électricité, et bien sûr chez un des clients, bien sûr, de Philippe Mazières. Bonsoir Evelyne. Voilà, en fait, les gens arrivent, Evelyne se présente. Bonjour Evelyne. Evelyne, elle est de Limoges, et puis elle suit l'émission, c'est très bien. Tu as quel âge, Denis? 31 ans. 31 ans, et ça fait combien de temps que tu travailles chez Philippe? Ça va faire 4 ans et 7 mois. 4 ans et 7 mois. Alors on va voir pendant l'émission le déroulé, un peu comment ça s'est passé, comment Denis a trouvé du travail. Et c'est pas le seul dans cette situation chez Philippe et chez Célios. Mais d'abord, j'ai demandé à... Voilà, vous la voyez mieux. Regardez, quel sourire, c'est incroyable. Heureusement que je suis assis, je serais tombé à l'inverse. Je voulais qu'on commence un petit peu avec des éléments de contexte pour qu'on sache un peu de quoi on parle. Andrea Perrier, tu es directrice du CRA Limousin. Oui. Qu'est-ce que le CRA Limousin? Alors le CRA Limousin, c'est le Centre Ressources Autisme Limousin. Donc le Centre Ressources Autisme a différentes missions qui sont fixées par décret, je vais les faire rapidement. On a l'accueil, l'écoute, l'information et le conseil. On est connu essentiellement pour notre mission de diagnostic, donc diagnostic à tous les âges de la vie. Donc on est en dernière ligne, notamment sur les cas complexes de diagnostic. On a une mission de ressources, donc c'est de la sensibilisation, de la formation, notamment aux aidants. Et une dernière mission qui est de la recherche, donc avec un directeur médical qui est le docteur Lemonnier. D'accord. Le diagnostic, on le sait, en tout cas pour les gens qui connaissent un petit peu le secteur, ça veut dire quoi? Tu as quoi comme équipe à tes côtés pour faire ce travail? Donc c'est une équipe pluridisciplinaire, donc avec une équipe médicale, puisqu'un diagnostic d'autisme est un diagnostic médical. Ouais. Donc il faut nécessairement commencer par une première consultation médicale et une restitution avec un médecin. Et entre-temps, on peut avoir des évaluations donc, qui vont être faites par une équipe pluridisciplinaire composée de psychologues, éducateurs spécialisés, psychomotriciens, ergothérapeutes, orthophonistes, tout expert, toute personne experte également en autisme. Voilà. Quand on parle d'autisme, je sais pas, alors c'est peut-être moi on se dit diagnostic jeune. C'est forcément jeune ou vous êtes aussi sur des diagnostics d'adultes? On est aussi sur le diagnostic d'adultes, même il y a beaucoup de diagnostics tardifs. Alors, beaucoup chez les femmes, puisque c'est quelque chose qui passe relativement inaperçu sur le début de vie. Mais on peut aussi avoir des diagnostics tardifs chez les personnes adultes masculines, parce que c'est petit à petit, en rentrant dans la vie adulte, qu'on se rend compte aussi dans le milieu de l'emploi, qu'il peut y avoir des échanges avec des collègues, des particularités, et puis c'est aussi une réflexion, il faut être prêt à accepter ce diagnostic-là aussi, donc on a aussi des diagnostics tardifs. Concrètement, de quel indicateur on dispose aujourd'hui? Je ne sais pas moi, un taux de prévalence, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on peut dire qui nous aide un peu à définir les contours du champ de l'autisme? Alors le taux de prévalence, on parle de 1% en France. Ça commence à évoluer, on parle maintenant d'entre 1 et 2% sur le taux de prévalence. Voilà, on peut se situer au niveau de ça, sur la représentation au niveau de la population. D'accord. Et aujourd'hui, on a un peu de recul, parce qu'il faut quand même le dire, ou alors tu me dis, si je me trompe, j'ai l'impression quand même qu'on est dans quelque chose d'assez nouveau en termes d'approche. Ça ne veut pas dire que l'autisme est nouveau, mais en tout cas la structuration autour de l'autisme, quand même, du diagnostic, de l'accompagnement, de la scolarité, etc., se structure de plus en plus. Je me trompe? On va dire que les plans de stratégie qui sont mis en place au niveau national sont de plus en plus précis et permettent d'avoir de plus en plus de dispositifs et d'améliorer effectivement tout ça. Et il y a peut-être une meilleure aussi prise en compte générale,
On va en parler notamment dans le cadre de l'emploi, Oui. avec des moyens complémentaires qui sont mis dans ce cadre-là de façon plus naturelle peut-être. Donc aujourd'hui, on peut parler d'autisme et d'emploi. C'est une réalité. Oui, C'est pas une réalité pour tout le monde, tout à fait. mais c'est une réalité. Tout à fait. Bien. Et deuxième chose, donc on a vu de façon assez générale, alors on a Denis qui est avec nous là, hein, qui lui n'est pas diagnostiqué, mais quand on parle d'autisme, on devrait parler plutôt des autismes. Alors, en fait, on parle du trouble du spectre autistique. Voilà. Il y a différents degrés de sévérité. Donc, du coup, effectivement, on dit bien que chaque personne autiste est une personne autiste à part entière et va être différente d'une autre personne autiste. En fait, on ne peut pas dire qu'en ayant connu même 10 personnes avec autisme, on a vu le panel des différentes représentations de l'autisme. Donc, voilà, on a bien des particularités. L'autisme, c'est des troubles de la communication et des interactions sociales. Comportement répétitif des intérêts restreints, ça c'est au niveau de la symptomatologie. Après, ça va se manifester différemment selon les personnes. D'accord. Alors là aussi, c'est important, je ne sais pas qui est en train de regarder à l'heure actuelle, on est bien d'accord que la thématique de l'émission, c'est emploi et autisme, mais que parmi les autistes, il y a plein de gens pour lesquels on ne peut pas parler d'emploi aujourd'hui. Hein. Tout à fait. C'est une réalité. C'est pas négatif que de dire ça, hein. C'est faire un constat comme dans la trisomie 21, comme dans d'autres pathologies ou d'autres troubles, il y a des choses qui sont possibles et d'autres qui sont moins possibles. Hein. Alors, on est vraiment sur des études et c'est pour ça qu'il faut vraiment les prendre avec des pincettes parce que les études, c'est du répondant, c'est sur un panel. On peut estimer qu'il y a entre 50 et 70% des personnes avec autisme qui pourraient aller dans de l'emploi. On ne parle pas forcément d'emploi à temps plein, mais on peut aller dans de l'emploi pour 50 à 70 personnes de ces publics-là. Très bien. Et bien voilà, on a une première info. Alors je vous l'ai dit, on a des partenaires. On va passer à Philippe, mais avant, hop, un petit spot. Oh, je suis content de mes spots. Le voilà. Et oui, Philippe, je lui ai pas dit que pendant que les spots passaient, on entendait ce qui se passait dans les micros. Hein. Bon, c'est pas grave. La prochaine fois, il le refera pas. Il y en a 3 autres. Voilà, c'est pas grave. Philippe Mazière. Alors, Philippe Mazière, président de Celios, créateur de Celios, très investi dans plein de domaines. C'est un entrepreneur à succès, ça marche bien, et c'est un citoyen très investi. La première question, Philippe, c'est souvent quand on parle de handicap, quand on remonte un peu le fil, c'est souvent des gens, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'associations d'usagers, c'est souvent des gens qui ont connu le handicap dans la famille ou de façon très proche. Est-ce que toi, c'est le cas, puisque tu es particulièrement sensibilisé à l'autisme, ou est-ce que pas du tout, c'est pas le cas du tout? Alors si, mais c'est venu après, effectivement, ma fille est autiste Asperger. Alors comme vous le disiez, chez les jeunes filles, c'est assez délicat, on le sait tard, parce qu'elles mettent en place beaucoup de stratégies pour le cacher. Voilà, donc nous, on l'a découvert, elle avait 20 ans. Voilà, 20 ans, entre 20 et 21 ans. Quoi. D'accord. Personnellement, oui, voilà, j'ai aussi un trouble. Je suis dans la neurodiversité. Ah oui, toi tu dis neuro-atypique. Hein. Voilà, neuro-atypique, parce qu'en fait on est tous différents et c'est bien là, à partir du moment où on a pris la conscience qu'on était tous différents les uns des autres et qu'on se dit tiens, j'aimerais bien qu'on me parle comme ça ou qu'on ait ce comportement-là avec moi, ça facilite et ça fluidifie pas mal les choses. Alors voilà, donc du coup avec tout ce passé, puis un jour j'ai eu envie de redonner à la société civile ce qu'elle m'avait donné, tout ce qui se passe dans les sociétés. Quoi. Et à ce moment, en l'espace de peu de temps, je dirais comme ça 5-6 mois, j'ai rencontré aussi des personnes, donc c'est des personnes qui peuvent faire ça, et entre autres Geneviève Massé, que certains peuvent connaître, qui était aussi à l'origine du CERFA, de ce genre d'organisme. Et j'ai découvert l'autisme à ce moment-là, de manière concrète, et je me suis dit, puisque je ne peux pas aider tout le monde, ça sera ma cause.
Et j'ai commencé à travers donc, des clubs services, entre autres, à faire des opérations pour financer, entre autres, des vacances pour une dizaine de familles avec leur enfant autiste. En l'occurrence, à cette époque, c'était à Abondance, ils partaient à Abondance, avec un professionnel de santé qui s'occupait de leur enfant. Et les parents étaient déchargés, du coup, ils pouvaient vivre avec leur enfant autiste en vacances. Et j'ai trouvé ça tellement génial, j'ai dit je vais faire d'autres choses, et puis voilà, on a continué, et puis de fil en aiguille, ça s'est répandu, donc j'ai pu accueillir en stage de jeunes autistes, et puis après ils ont fait des études où ils cherchaient de l'alternance, et de fil en aiguille, voilà, on est connu chez Celios pour accueillir un certain nombre d'autistes. Alors on n'est pas une entreprise adaptée, et on ne cherche pas, on ne revendique pas. Ouais. T'es pas un chasseur d'autistes. Pas du tout. C'est mal dit, hein, je fais exprès, hein, je pèse mes mots. C'est pas joli ce que je dis, mais t'es pas un chasseur d'autistes. Du tout. T'es un chasseur de compétences. Voilà. Hein, et notre DRH t'aurait repris depuis longtemps parce que c'est ce qu'elle dit. Nous cherchons des compétences et c'est tout. Mais on doit souvent le répéter, hein, quand on parle de handicap tout court et d'emploi, je trouve personnellement qu'on ne parle pas assez de compétences. Mais bon, ça fait du bien de le dire, et tu salueras ta RH, ta RH de ma part. Denis, qui est à côté des compétences, tu en as plein? J'ai quelques compétences, oui. Alors, on discutait avec Philippe tout à fait au début, là, en préparant. Il me disait effectivement que sans chercher forcément à avoir des personnes autistes, en tout cas, le cadrage du métier, le contenu du métier correspondait bien à la structuration peut-être de certains autistes. Est-ce que toi, tu penses que c'est une réalité? Est-ce que... Dans mon expérience, ça a été une réalité, oui. Ouais. J'ai eu une mission qui était peut-être un peu plus difficile de ce point de vue, mais après ça a été. Ta scolarité, tiens, souvent, c'est là aussi qu'il faut qu'on commence, hein, parce que les compétences, elles s'acquièrent là aussi pour partie, le savoir-faire, le savoir-être. Ta scolarité s'est déroulée... Il n'y a pas eu de vague particulière, j'étais assez doué, ouais. Donc j'ai rarement eu besoin de fournir des efforts hors de l'école. D'accord. Et pas d'adaptation particulière, tu parles toi-même, hein, quand je te parle d'adaptation, tu parles toi-même peut-être de quelques difficultés relationnelles ou quoi que ce soit, ça n'a pas entravé... Non, j'ai pu former un cercle d'amis et on s'est suivi depuis l'école primaire jusqu'à la fin du lycée, et pour les autres pendant le lycée, donc, enfin du collège au lycée. Et par contre après au lycée, je n'ai pas rencontré grand monde d'autres. Je suis resté assez fermé de ce côté-là. Et les études supérieures? Alors les études supérieures, forcément, tout le monde est parti dans des choses différentes. Je suis resté sur Limoges pour faire une classe préparatoire. Donc là, j'étais toujours dans le même lycée. Je connaissais. Après, le cadre était connu. Le cadre était connu, il n'y avait pas de difficulté particulière. Et après, je suis allé à Clermont-Ferrand. D'accord. Et là, j'ai rencontré des gens qui... Et là, tu es parti tout seul à Clermont-Ferrand? C'est pas quelque chose qui t'a particulièrement angoissé ou quoi? Pas particulièrement. On va dire que tout s'est bien passé pour j'ai pas eu de difficulté à avoir un appartement, et globalement j'ai emménagé le lundi pour commencer l'école le mardi. Pas de problème particulier. Et quand s'est posée la question de travailler, est-ce que c'est quelque chose qui t'a particulièrement tracassé ou pas du tout, ou ça a continué, je veux dire, se dérouler un peu Alors pour travailler, ça a été plus difficile, surtout pour trouver un emploi. Parce que dans ma scolarité, j'avais fait 2 stages, et pour ces 2 stages, j'étais passé par le réseau de mon école. Donc j'ai fait un premier stage en Écosse. En Écosse? En Écosse, oui. Ouais.
et à Aberdeen. Et il y avait 3 sujets qui étaient proposés, on était 3 candidats, donc ça n'a pas été, on a tous été pris et du coup c'était la pression de trouver un stage n'était pas présente. Et en 3e année, il y avait un forum des écoles, j'ai postulé auprès du CERN qui venait présenter et peu de temps après j'ai été rappelé et ça s'est fait aussi. Donc j'ai pas eu la pression de trouver un stage à 1 mois de l'échéance, ce genre de choses. Et donc j'ai pas fait non plus moult candidatures pour ça. Et après pour l'emploi, j'étais j'étais pas forcément super motivé parce que j'avais postulé au CERN, c'est pas finalement passé. Et après j'ai vivoté et j'avais plus de difficultés à trouver. Bon, c'est bien, c'est très intéressant ce que vient de dire Denis, on va rebondir là-dessus. J'en profite pour dire aux gens qui regardent, n'hésitez pas à poser des questions ou à témoigner, parce que là il y a beaucoup de choses dans ce que vient de dire Denis. Avant ça, bien sûr, vous avez une grande chance. J'ai dit à Philippe, c'est pas la peine de parler pendant le spot, c'est le 2e spot. Andrea, on revient vers toi et à un moment donné, on reviendra sur Philippe. C'est intéressant ce que dit Denis parce qu'en fait, il énonce, alors, on est bien d'accord qu'on est dans une situation. Il y a des caractéristiques qui se retrouvent, notamment, moi ce que je retiens de Denis, c'est finalement une vision assez rectiligne de son parcours, en tout cas c'est ce qu'il a l'air de dire jusqu'à l'emploi où là ça a été un peu plus compliqué, mais grosso modo cette histoire d'avoir des repères qui sont assez fixes, c'est important, c'est une caractéristique importante dans le champ de l'autisme. Alors d'avoir des repères bien sûr, par contre sur le parcours assez linéaire au niveau scolaire, c'est vrai qu'on ne peut pas dire que c'est représentatif par contre. Oui. Non, je parlais du fait que quand Denis il nous parle, il nous dit là ça allait, il n'y a pas eu trop de changements, j'avais mon cercle d'amis, etc. C'est en ça où je dis que c'est assez linéaire, c'est-à-dire que ces repères n'étaient pas des repères qui bougeaient tous les jours. Oui. C'est ça ? Oui, effectivement, oui, c'est important, mais ça va le retrouver après dans le secteur de l'entreprise, d'avoir des consignes claires, d'avoir un poste de travail qui va être aménagé au niveau d'espace, on va en reparler après, mais d'avoir quelque chose qui est vraiment une trajectoire, qu'on sache qui est attendu, pas d'implicite. Pas d'imprévu dans le contexte personnel et professionnel, c'est vraiment très important. Ouais. Alors Denis nous parlait de sa scolarité, bon visiblement il était doué. Tout le monde n'a pas les mêmes capacités. Aujourd'hui, je le redis, l'insertion de quelqu'un, elle passe aussi et d'abord au départ par la scolarité. Qu'est-ce qui existe concrètement pour accompagner les personnes TSA pendant leur scolarité? Aussi bien d'ailleurs, de ce qu'on connaît, parce qu'il y a peut-être aussi d'autres dispositifs qui existent ailleurs dans d'autres départements ou dans d'autres régions, aussi bien d'ailleurs à l'école jusqu'au bac qu'après, post-bac, parce que voilà, ça ne change pas après. Alors si on va des tout petits, on a les UEMA, donc après je ne sais pas si je vais trop dans le détail, mais... Vas-y, explique-nous, parce qu'il y a peut-être des parents qui écoutent. Oui, effectivement, donc on a les unités d'enseignement maternel autisme qui se sont mises en place. Donc ça c'est chez nous, ça existe dans tous les départements ou pas? Oui, tout à fait. D'accord. Donc ça c'est sur justement la stratégie nationale qui est en cours, D'accord. donc priorité effectivement sur les plus petits. C'est quoi cette unité? C'est des classes spéciales? Oui, tout à fait, c'est des classes qui sont au sein de l'école. L'école traditionnelle. L'école traditionnelle. Je reformule, c'est au cas où les gens ne comprennent pas. Donc, il y a une école X ou Y. Oui. Là, on n'est pas dans une scolarité où on est rattaché à une classe traditionnelle, c'est bien une classe de maternelle spécifique autisme. Tout à fait. D'accord. Comment on y rentre là-dedans? Alors, c'est sur notification de la MDPH. Ah, de la MDPH. Oui. D'accord. Donc après, il y a un nouveau dispositif donc pour enchaîner, c'est l'unité d'enseignement élémentaire autisme, donc qui prennent la suite à partir de l'équivalent du CP. Oui. Donc ils sont sur les écoles élémentaires. Et après, on peut trouver des dispositifs d'autorégulation
qui peuvent aussi permettre à des enfants avec autisme, donc du coup de continuer leur parcours scolaire avec un accompagnement. Pour que les gens comprennent bien, je dis d'abord bonjour à Julie, Julie qui vient de nous rejoindre, très bien, j'espère qu'il y en a d'autres, mais en tout cas Julie s'est fait connaître. On est bien d'accord que là on est en train de parler de dispositifs spécifiques en milieu ordinaire. Oui. Donc spécifiques en milieu ordinaire, ça veut dire que ce ne sont pas des enfants qui sont scolarisés dans une classe X ou Y, mais c'est une classe spécifique. Et milieu ordinaire, c'est à l'école, c'est pas dans un IME, c'est pas dans un établissement. Est-ce qu'il y a aussi, et je pense que oui, mais des enfants diagnostiqués autistes qui sont inclus dans des classes traditionnelles, peut-être avec un étayage particulier? Oui, bien sûr, oui, tout à fait. Non, c'est important de le dire. Oui, on parlait là des dispositifs qui pouvaient exister. Bien entendu, on a des enfants qui sont scolarisés, alors soit avec des accompagnateurs qu'on va connaître sous le nom d'AESH ou d'AVS. Oui. Mais ça peut être aussi. Mais elles ne sont pas spécialisées dans le champ du handicap. Elles accompagnent la scolarité. Oui, alors c'est pareil, la formation essaie de se mettre en place aussi pour ces professionnels-là, parce qu'effectivement, c'est des temps partiels, donc, et c'est des emplois qui sont quand même assez précaires, il faut dire ce qu'il est. Donc on essaie de les former aussi dans le champ de l'autisme. Mais on a aussi des enfants qui n'auront pas d'accompagnement et qui ont un autisme et qui n'auront pas d'accompagnement sur leur parcours scolaire. Voilà, parce qu'il n'y en a pas besoin. Ou il n'y en a pas spécialement besoin. Parce qu'il n'y aura pas forcément besoin, oui, effectivement. Il faut faire attention. Alors je vais dire quelque chose, peut-être qu'il va faire bondir. C'est pas grave, j'ai un peu l'habitude, même si je suis timide. Qu'on ait des troubles du spectre autistique ou pas, on n'est pas forcément ni une star à l'école, ni nul. Ça, moi, de mon temps, ça existait aussi qu'on ne soit pas forcément bon à l'école et on n'avait pas forcément un handicap. Voilà. On est d'accord. Oui. Voilà, non, mais c'est important de le dire aussi, quoi. Je veux dire, voilà. Le supérieur, il y a des dispositifs d'accompagnement. Alors, on a l'université de Limoges, effectivement, qui met en place, qui a un service dédié pour les personnes en situation de handicap, donc notamment la faculté de droit, enfin la faculté de l'université de Limoges, c'est Elsa Alexandre, qui est la référente sur ce pôle-là. Donc il peut y avoir un accompagnement mis en place sur le supérieur. D'accord. Bon, là aussi, si vous avez des témoignages d'autres dispositifs, mais je pense que vous roupillez, je vois que ça, ou alors c'est Andrea qui vous endort, je ne sais pas. Si vous avez d'autres exemples à donner, donnez-les, il n'y a pas de souci. Bien évidemment, on parle d'emploi, on y reviendra, mais il y a aussi tous les dispositifs dits de droit commun du SPE pour accompagner les personnes, qu'elles soient autistes ou pas d'ailleurs, vers l'emploi. Pôle emploi, mission locale, Cap emploi, on est d'accord. On est d'accord, et c'est pareil, on a cette tendance à développer des choses dans le champ de l'autisme. Donc si on parle de Pôle emploi au niveau de la Nouvelle-Aquitaine, ils ont créé le dispositif emploi et autisme, avec sur chaque agence de Pôle emploi un référent autisme. Et depuis cette année, donc comme les autres CRA de Nouvelle-Aquitaine, de Poitou-Charentes et d'Aquitaine, on a des temps d'échange en distanciel avec des conseillers Pôle emploi qui ont des bénéficiaires avec autisme dans leur portefeuille, et donc ils vont nous poser des questions parce qu'ils peuvent être en difficulté sur certains points d'accompagnement. Donc on vient en appui de Pôle emploi. Cap emploi s'est formé aussi à l'autisme, et donc ils peuvent aussi intervenir en appui de Pôle emploi, puisqu'ils ont une équipe en handicap qui va chez Pôle emploi. Donc il y a ce lien collaboratif aussi entre les deux services publics de l'emploi. Et bien sûr, il y a les missions locales. Ah, Julie, alors Julie, dites-moi qui vous êtes, Julie, elle dit il y a des universités qui disposent d'un label ASPI Friendly, comme à Bordeaux ou à Poitiers notamment. Tout à fait, oui. Donc j'en conclus que tu nous en as pas parlé, mais tu le savais. Donc je vous le dis, Andrea nous cache les choses. Qu'est-ce que vous voulez? Heureusement que Julie était là. Parce que là, c'est pas... Merci Julie, merci. Il n'y a pas de rémunération pour ce genre d'infos, mais ça mériterait. Ça. Parce que bien sûr, Andrea, elle pense qu'à Limoges. Bien sûr. Je pense qu'au Limousin, effectivement. Effectivement, il y a le dispositif ASPI Friendly. On a parlé récemment avec l'université de Limoges. D'accord. Alors c'est quoi le dispositif ASPI Friendly? C'est pour favoriser, c'est un dispositif spécifique pour favoriser l'accès au supérieur pour les personnes dites Asperger, donc sous l'ancienne appellation. D'accord. Donc voilà, qui est mis en place effectivement sur des universités proches de Nouvelle-Aquitaine. Quand je vois tous ces dispositifs dédiés, ça me donne envie de poser une petite question, mais je vais la garder pour la fin, juste à la fin, histoire de me faire détester, voir un peu, à force de développer que des choses spécifiques, quand est-ce qu'à un moment donné on rejoint
la normalité, hein, puisqu'en fait on ne cherche que la normalité. Mais ça c'est pour la fin, je poserai la question après. Pour l'instant je vais me tourner vers Philippe. Je vois bien il a besoin, il a envie de parler parce qu'il y a plein de choses qui lui parlent. Philippe, je voudrais qu'on revienne sur le parcours de Denis. Denis nous a décrit sa scolarité assez, une fois de plus, rectiligne, assez... voilà. Toi et ton équipe, hein, parce que c'est ça aussi, hein, quand on embauche, quand on intègre dans une entreprise une personne en situation de handicap, quelle qu'elle soit, c'est pas simplement une histoire de mesure ou une histoire de patron, c'est une histoire d'entreprise. Oui, tout à fait. D'ailleurs, les premiers temps, c'était pas particulièrement avec Denis, mais sur d'autres cas, ça a été très compliqué parce que d'abord, ça a été pris comme une lubie du patron par les équipes. Et la peur de l'autre, de la différence, a fait que les managers n'avaient pas un comportement approprié. Je ne dis pas qu'ils voulaient faire mal, bien au contraire, ils voulaient faire bien, mais ils ne savaient pas comment s'y prendre et ça se ressentait. Et finalement, les deux côtés n'arrivaient pas à discuter, ça ne se passait pas super bien, et ça, c'est vrai. Donc on a décidé de faire des formations. Alors formation, information, je ne sais pas trop comment le dire, mais on a croisé nos feux. Donc à l'époque, on a travaillé avec Marc Vexé de l'APSA, qui est venu... oui, à l'époque. À l'époque. Oui. Oui. Voilà. Qui est venu pour nous faire des formations, donc il a formé nos managers au management des neuroatypiques. Voilà. Donc d'une manière générale, donc il a commencé par des généralités, puis il est descendu un peu dans le détail, puisque nous on avait déjà quelques cas d'autistes et donc l'a diagnostiqué. Donc il nous a dit voilà comment il faut se comporter ou pas se comporter, mais c'était vraiment personnalisé, c'était avec ces personnes-là. Et puis ça a plutôt bien fonctionné, mais quand d'autres neurotypiques sont arrivés, ça fonctionnait non plus très bien. Tout à fait pareil, ouais. Donc on a pris au travers d'une plateforme qui s'appelle ePipin, on a pris d'autres formations et on a croisé nos feux pour que chaque manager se sente lui aussi différent et qu'il communique avec quelqu'un d'autre mais c'est en étant lui-même différent. Voilà. Deux choses là derrière. Alors déjà Julie, et bien sûr je le sais en plus, mais bon, c'est le stress Julie. Elle est conseillère emploi accompagnée au sein du dispositif Plimote 87. Hein, donc tu le savais aussi. Je salue Julie. Voilà, elle le savait. Donc, deuxième truc que nous a pas dit Andrea, elle me laisse mouliner là comme un fou, mais tout se paye, hein, vous savez, c'est pas grave. Deux choses par rapport à ce que tu dis, Philippe. Donc un engagement initial de ta part, une structuration de l'accueil, du travail, de la relation au travers de formations. Premièrement, moi si je suis patron et que je regarde, je me dis ça coûte de l'argent tout ça. C'est des formations qui sont prises en charge. C'est bête, mais ça fait partie de la réflexion. Non, mais vas-y. On est dans des métiers en tension. On manque de ressources. Alors on peut toujours se plaindre, hein, c'est la nature humaine. Oui. Voilà, mais on peut aussi essayer de faire des choses. Et on a une manne de ressources qui est une manne fabuleuse au travers des neuroatypiques, entre autres des autistes. Alors, anciennement appelé aussi Asperger. Oui, on a cette ressource. J'ai perdu mon fil. Mais, puisque tu as besoin de ressources, tu mets en place ce qu'il faut pour que ces ressources... Ce n'est pas un coût énorme. Donc on perd de la productivité, on perd du chiffre d'affaires parce qu'on n'a pas les ressources pour faire le travail, alors qu'il suffit d'investir finalement pas énormément pour arriver à intégrer ces ressources. Donc il y a d'autres sujets. Donc il y a eu la formation, mais voilà, c'est pas vraiment. Mais ça c'est pas un coût, mais il y a une prise en charge de ça. Il n'y a pas. Il n'y a pas de prise en charge. Les OPCO n'y voient pas forcément un intérêt. Alors, nous on a abandonné, vu les montants, on a dit on va pas passer des journées à monter des dossiers. On va se payer nous-mêmes. Oui, on ne monte pas des dossiers qui prennent des jours pour ces montants-là. En revanche, ce qui a coûté un petit peu plus cher, c'est il faut écouter aussi tout le monde. Et, donc il y en a, ils ont besoin d'avoir des plantes vertes, d'autres ils ont besoin de beaucoup de lumière, d'autres qui ne supporteront pas d'être dans les pièces bornes. Eh bien, avec ces neuroatypiques, il faut moins de bruit. Ils sont quand même assez sensibles au bruit. Ils sont sensibles à la lumière.
Donc voilà, j'ai fait en sorte d'avoir du placo qui est phonique, et j'ai fait poser des variateurs de lumière. Donc, j'ai une anecdote là-dessus. L'ancienne directrice de la Direct à Limoges, lors d'une table ronde, me pose la question, qu'avez-vous fait? Je dis, je me suis mis dans l'illégalité vis-à-vis du droit du travail, j'ai pas le bon nombre de luxe, et puis surtout j'ai aménagé les horaires de travail parce qu'ils se fatiguent vite, donc il vaut mieux les laisser venir quand ils sont frais et puis repartir avant qu'ils soient trop fatigués. Et elle m'a dit qu'en tant que chef d'entreprise, il y avait plein d'autres moyens, enfin plein d'autres raisons de m'envoyer en prison et qu'elle passerait là-dessus. Bon, non mais c'est intéressant, c'est important parce que des fois on est un peu rigide. Je vais rebondir là-dessus, Denis. C'est important, c'est ton cas, c'est aménagé. Alors toi c'est un peu différent parce que tu es externalisé. Alors je reviendrai après sur toi, justement Philippe. Tu nous as parlé de ce qui était fait à l'interne. Comment tu gères quand tu externalises des collègues? Je ne sais pas si on peut parler de gérer là. Parce que, enfin, de ma connaissance, le groupe Legrand a quand même une prise en compte du handicap en général. Oui, là, on parle de Legrand, hein, on ne parle pas forcément de tous. Non, alors je pourrais en citer d'autres clients avec lesquels il n'y a aucune difficulté, mais on en a quelques-uns qui même nous imposent d'avoir un certain nombre d'équivalents temps plein issus de l'inclusion, etc., par milliers d'euros engagés sur leur marché. Ah oui. Et en même temps, ils vous disent non mais votre collaborateur là, c'est pas possible, il fait une faute à tous les mots, bon, pour un dyslexique, dysorthographique, ce que vous voulez, et ils les veulent pas. Donc il y a de l'information, il y a de l'éducation, il y a de la sensibilisation, mais je peux pas dire qu'on gère, on fait ce qu'on peut là, on fait ce qu'on peut. D'accord. C'est bien de le dire, ouais. Voilà, et encore une fois, on n'est pas une entreprise adaptée, une entreprise commerciale, et il y a un moment, on retire le collaborateur, on le ramène à la maison parce que... Alors, c'est intéressant ce que tu dis, parce que pour que les gens comprennent bien, on est dans le champ du handicap, c'est un peu ce principe, alors c'est pas le cas, ça s'appelle pas comme ça, mais c'est un peu un principe de clause sociale, c'est-à-dire, vous venez, on traite avec vous, mais... il y a une partie de salariés handicapés qui interviennent dessus parce que ça nous permet de monter notre taux, etc. par rapport aux cotisations de la GFIP. Mais ça, tout le monde peut le comprendre. Mais effectivement, l'autre côté des choses, c'est qu'il ne faut pas que ça s'arrête. Hein, ça, c'est terrible pour le champ du handicap qu'on n'ait qu'une vision administrative, voire financière par moment, alors qu'on n'aille pas justement chercher cette efficience, ces compétences. Hein? Et tout à l'heure je parlais de productivité, de rentabilité. Il y a quelque chose qui a marché très très fort chez nous, c'est la réflexion disruptive. Hein, voilà. Donc le fait d'avoir d'autres référentiels, voire pas de référentiel. Alors, je donne souvent un exemple qui est d'un prospect qui nous demande de faire un compteur de vitesse innovant, et un ingénieur en informatique qui est dans le champ de la normalité, des normaux pensants, il va tout de suite, il va même pas écouter la fin de l'explication ou du besoin du prospect, il va tout de suite aller chercher des solutions techniques à l'expression de ce besoin. Donc je sais pas, du sans contact, enfin il y a plein de choses, des choses qui clignotent, peu importe, du digital, alors qu'un neuroatypique, il faut déjà poser la question, mais pourquoi vous voulez un compteur de vitesse, monsieur le client? Là, le client va répondre, j'en ai assez de me faire prendre au radar. Monsieur le client, on n'a pas besoin de compteur de vitesse, on va coupler les freins et le GPS. Hein. Voilà. C'est une des réponses, c'est pas la seule, mais voilà, on est complètement dans une autre façon de penser qui nous permet de ne pas être en frontal avec les concurrents, donc de faire une guerre des prix, mais là on arrive avec une vraie solution innovante, qui est fonctionnelle et qui est rentable pour l'entreprise. Voilà, ça c'est des termes au moins qu'on comprend, hein, qui sont des termes économiques. Hein, on n'est plus, on n'est pas. Pardon ? J'en ai d'autres. Oui, mais ça j'imagine bien. Denis, quand tu es arrivé à Célios, est-ce que tu as la sensation ou pas que le cadre dont tu avais besoin était bien là pour que tu t'exprimes pleinement? Ouais, quand je suis arrivé,
j'ai pas eu de problème particulier. Après, j'avais une mission qui était programmée 2 semaines après mon arrivée. Avant, j'avais rien de vraiment prévu, donc j'ai regardé un peu la faisabilité de projet, mais pas plus que ça. Il n'y avait pas de grosse pression ni rien. Pas de pression, donc tu as passé 2 semaines à être payé à rien faire. Donc, pas complètement à rien faire. Un peu quand même. Tu n'étais pas au max. C'était sur une technologie que je ne connaissais pas vraiment, et donc c'était pas facile. Et par contre, est-ce que quand il s'est agi de partir dans une autre entreprise, il y a eu un stress en particulier ou pas? Parce que je me dis, quand on arrive dans une entreprise où on fait justement, où on se dit, ben voilà, on va mettre en place les conditions pour que le collègue, le collaborateur s'exprime pleinement, et que toi, tu dois partir dans une autre entreprise, est-ce que c'est pas générateur un petit peu d'angoisse par rapport au cadre? Donc pour cette première mission, il y avait un peu d'angoisse, parce que c'était sur Paris, déjà, et fallait interagir avec pas mal de gens, parce que c'était une mission, là, on faisait la mise à jour de PC, donc on prenait le PC des gens, on les mettait à jour et on leur rendait. Et donc c'était sur Paris, et après ça a été sur Périgueux. Et sur Paris, il y avait une 50aine de personnes dans les tâches, et on croisait pas trop de monde, ça allait. Sur Périgueux, c'était dans une usine. C'était pas forcément facile de trouver les gens à qui il allait falloir parler et tout ça, donc c'était un peu plus inquiétant. Inquiétant. Un peu d'appréhension, quoi. Un peu de stress. Un peu de stress, oui. D'accord. Et pour l'aspect cadre de travail, ça n'a pas été le meilleur cadre qu'on ait eu en termes de poste de travail. D'accord. Mais après, est-ce que c'est le genre de choses dont on discute en revenant dans l'entreprise? C'est quelque chose qu'on débriefe ou pas, ou on le gère parce que ça fait partie du boulot et qu'on en a la capacité? On n'a pas spécialement débriefé sur ce sujet. La mission s'est globalement bien passée. Les clients étaient assez contents. Donc, et là, le poste sur lequel tu es, l'intégration s'est bien passé? Alors là, pour le poste dans lequel je suis chez Legrand, c'est bien passé. Donc mon responsable chez Legrand était responsable chez Celios avant. Donc il est rentré chez Legrand ensuite. Il est parti gagner plus d'argent? Pas directement. Non, voilà. En tout cas, ça facilite. Il connaît la maison. Voilà, ça faisait longtemps qu'il était présent. Et donc, et sinon, l'équipe est un peu en croissance, donc c'est toujours un peu mieux que si c'est l'inverse. Il y a des projets sans qu'on soit la tête sous l'eau, donc ça va assez bien. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi quand tu vas au travail? Alors, honnêtement, le plus difficile, c'est quand je dois appeler un client. Ah oui. C'est vraiment... Ah bon? Alors, qu'est-ce qui pose problème là? C'est le fait que tu le connaisses pas? C'est quoi? Alors, il y a le fait que je le connaisse pas, et le fait que... Bon, c'est pas systématique, mais... Donc les clients que j'appelle, il y en a qui travaillent en bureau tout le temps, donc on va dire les tableautiers, et après il y a des installateurs qui sont pas forcément disponibles. Ouais. Et donc c'est un peu difficile on appelle, finalement ça répond pas, on appelle, finalement ils sont pas disponibles, on continue à leur courir, pour certains on leur court après depuis des mois pour solutionner un problème, c'est un peu frustrant. C'est un peu énervant. Je vais lancer le spot de la CCI 87, mais je tenais à dire aussi que moi aussi, je demande beaucoup de choses à ma directrice et elle ne me répond pas. Et je peux te dire, ça m'agace profondément, mais c'est comme ça. Je sais pas, je lance le spot.
Philippe, c'est intéressant ce que dit Denis. Hein. Donc ça, alors moi je ne m'attendais pas du tout. Je ne m'attendais pas à ce que tu me dises ça, que c'était le contact client. Toi, comment tu appréhendes ça? Parce que là, on a aujourd'hui Denis, hein, je remercie encore, mais tu as combien de collaborateurs qui sont dans cette situation-là? Alors, à l'heure où on parle, nous en avons 5, peut-être 6. Alors, sur le champ de l'autisme. Oui. Après, nous en avons 2 ou 3 autres qui sont dans les 10. Mm-hmm. Il y en a un qui est trouble de l'attention avec hyperactivité. Voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour. Et puis chacun a ses difficultés. Le fait de prendre le téléphone pour appeler quelqu'un, oui, c'est quelque chose d'assez anxiogène d'une manière générale. Et surtout chez les personnes qui sont dans le spectre autistique. Il y en a d'autres, c'est le bruit. On a un collaborateur, il a fallu que nous... Alors, ça s'est très très bien passé avec ce client-là. Il est dans un environnement qui est très bruyant, très très bruyant. C'est des téléprospectrices, il était au milieu de ça, avec beaucoup de lumière, et il avait besoin de décompenser. Donc de temps en temps, je sais pas, je connais pas la fréquence, je me souviens pas, mais je vais dire toutes les heures, il sortait pour se mettre dans les couloirs. Ouais. La lumière s'éteint parce que c'est des capteurs, ouais. Et il restait là, sans bruit, sans lumière, pour décompenser. Il suffit que quelqu'un sorte dans le couloir, la lumière s'allume, ça le surprend, et il se fait traiter de psychopathe. Donc oui. Voilà. Et quand la cliente en question m'a appelé pour me dire voilà, ton collaborateur c'est un psychopathe, il fait peur à mes collaboratrices, on va arrêter la mission. Je lui ai dit ouais, c'est pas un psychopathe, je le connais bien, et non, enfin, il est dans le champ de l'autisme, et enfin, il faut qu'on en parle, mais si je le reprends, ça va être compliqué, quoi. Et là, elle a eu tout de suite la réaction de dire ah oui, ok, alors bon, on va pas le laisser avec mes collaboratrices, mais on a trouvé une solution, mais c'est la décompensation qui a fait que ça a provoqué ça. Alors, quand tu... c'est comme d'hab, hein, quand on prépare une émission, les invités, c'est eux qui proposent des sujets, tu me parles quasiment d'évangélisation des clients. Oui, alors, parce que on est tous pris par notre quotidien, et voilà, on a tous des vies qui sont complexes de par l'environnement. Hein. On a quand même eu 2 années de crise sanitaire. Là, on a une crise militaire sévère avec des augmentations. Et puis les gens, ils veulent payer leur nourriture, ils veulent payer leur chauffage, ils veulent payer... Voilà, donc ils ont des problèmes réels, concrets, au quotidien à régler. Le boulot étant aussi assez complexe à gérer autour de tout ça, et j'ai encore perdu mon fil, vous allez trouver qui est TDAH dans l'entreprise. Non, tu me parlais d'évangélisation. Oui, voilà, pardon. Donc effectivement, il faut arriver à faire rentrer dans la tête des gens. Donc ils ne sont pas forcément il faut que je fasse attention à mon prochain, parce qu'il faut déjà qu'ils fassent attention à eux. Oui. Et donc du coup, ils ont des comportements qui sont mais tout à fait explicables. Alors je dis souvent que moi je fais de la psycho de comptoir, hein, mais c'est ça, quoi, c'est du quotidien. Et donc il faut aller leur expliquer que en face d'eux, ils ont quelqu'un qui est une belle personne. Ça se voit peut-être pas comme ça, mais c'est une belle personne et qu'il faut y faire attention. Et si le côté ADN de faire attention à l'autre n'existe pas, il y a un côté strictement économique. Hein. Si nous qui avons la possibilité, parce que encore une fois, on peut pas, toutes les entreprises ne peuvent pas embaucher d'autistes ou de neuroatypiques, mais nous qui en avons la possibilité, je m'adresse aussi au cabinet comptable, parce que ça les rassure aussi, hein, c'est des chiffres. Si on n'emploie pas ces personnes-là, elles vont être au RSA. Au RSA, c'est, je crois, 600 € par mois, on ne vit pas. Donc ils reviennent chez leurs parents, souvent même d'ailleurs que chez la maman, ce qui crée du handicap social en plus sur la maman. Et puis ils ne peuvent pas consommer, quoi. Donc ils ne rapportent rien, ils ne font que consommer dans la société civile. Quand on les a dans nos entreprises, ils créent de la richesse, on paye des impôts, ça revient à la société civile. Eux-mêmes, ils ont des salaires, alors je mets entre guillemets, décents,
parce que voilà, c'est aussi une vie de l'esprit, le salaire descend. Donc, je te connais. Non, j'ai rien dit. Voilà, non, mais ils peuvent commencer à vivre, à prendre un appartement, aller faire leur commission, acheter une voiture, etc. Et ça revient aussi à la société civile. Et puis, in fine, comme ils sont plutôt intelligents, et là on juge encore avec ce qu'on a, mais vraiment, ce sont des personnes qui sont très douées, hein, voilà. Alors peut-être que dans certains domaines, mais qui le sont, ils sont tout à fait conscients quand ils rendent service à la société ou pas. Et donc quand ils ne rendent pas service à la société ou à leur entourage, il y a la dépression qui s'installe, il faut des médicaments, qui payent les médicaments, encore nos impôts. Donc il faut vraiment les intégrer dans nos entreprises, quoi. Très bien, voilà un beau plaidoyer. Je me permettrai juste de rappeler une fois de plus, on sent bien derrière ce que dit Philippe, à la fois il y a l'engagement sociétal, bien sûr, il y a le chef d'entreprise, mais il y a aussi et surtout, et je me tourne vers Denis pour le dire, il y a surtout des compétences. Il y a d'abord des compétences qui font qu'à un moment donné, ils bossent. Et qu'à un moment donné, quand on est en entreprise, alors déjà, quand on n'est pas en entreprise, il faut apprendre à respecter les gens, mais quand on est en entreprise, on doit respecter les gens, on doit respecter les compétences, et le meilleur moyen d'exploiter, entre guillemets, hein, bien sûr, ces compétences, c'est de mettre les personnes dans les meilleures conditions possibles. Hein, autiste ou pas autiste, hein, on est bien d'accord. C'est vrai aussi pour les normaux-pensants. Voilà, hein, la différence, bien souvent, est une richesse, et puis les compétences, il faut avoir ça en tête. Allez, on va passer à Andrea vite fait. D'abord un petit spot, parce que je sais que tu les aimes bien. Là, ce coup-ci, c'est la chambre de métier, et je salue Charlotte. Voilà, on revient vers Andrea, à qui je faisais signe, qui est resté 10 minutes. Hein, 10 minutes, c'est bien, ça nous laisse quand même pas mal de temps. Bon, après, je vois bien qu'il y a des gens qui ne posent pas de questions, c'est que tout est clair, sinon ils les auraient déjà posées, sinon il vous reste 10 minutes pour poser des questions. Andrea, la question qui venait après, hein, celle qui a été travaillée, c'était les points forts des personnes TSA. Alors, avant de te laisser répondre, c'est comme tout le monde, hein, chacun est différent. Denis il a des points forts, les autres collaborateurs ont des points forts. Alors, ils ont peut-être une appétence et une technicité particulière, comme le disait Philippe, sur les chiffres ou sur l'informatique. Mais d'abord, ce qu'on peut peut-être dire, c'est que pour voir les points forts, il faut prendre le temps de s'intéresser à la personne et de lui faire émerger ses points forts. Oui. C'est pas, juste, je termine. Il y a un truc qui, je pense, ça fait beaucoup de mal à l'autisme en général, c'est Rain Man. Non mais c'est vrai, et alors je vais le dire, il vaut mieux que ce soit moi qui le dise, de toute façon, je serai pendu haut et court, Denis, je te le dis, un jour je vais finir pendu, c'est pas grave. Non mais parce que j'ai eu des gens qui m'ont dit, avec plaisir quasiment, que leur enfant était autiste Asperger, comme si, tu vois, parce que c'est l'image de Rain Man, tu sais, il se rappelle de tout, etc., et puis il est sympathique. On est bien d'accord que les personnes TSA ont des points forts, des points faibles, et c'est pas tous les mêmes. L'important, c'est de travailler les bons. Tout à fait. Et ça a été très bien expliqué, je trouve, par ce qu'a dit Philippe justement tout au long de l'échange là, dans les exemples que vous avez pris, c'était très clair sur ces points forts-là. On a parlé de l'esprit de rigueur, des compétences hautement techniques sur des secteurs très spécialisés. On a parlé de fiabilité aussi de la personne, parce qu'effectivement, une fois que la personne elle est bien intégrée dans l'entreprise, c'est quelqu'un qui est fiable, sur qui on peut compter. Il y a même cette fidélité de la personne aussi, une fois qu'elle est intégrée. La difficulté aujourd'hui dans l'emploi, c'est quand même le turnover. C'est vrai. Les gens, ils restent 2 ans, 3 ans, au maximum 5 ans, alors qu'une personne qui se plaît sur son poste, elle va pas chercher si le poste lui plaît, elle va rester dans l'entreprise. Donc voilà, c'est tout ce côté consciencieux, appliqué. Ouais, c'est un point fort. Ouais, on est sur c'est un point fort. C'est un point fort et on est sur des personnes qui ont un intérêt restreint. On a parlé de la comptabilité, mais en fait on peut parler d'ingénieur, on peut parler de la médecine, hein, parce que en médecine on peut avoir des personnes avec cet intérêt restreint pour la médecine. Dans l'enseignement, les profs d'histoire géo, voilà. Je dis rien. Voilà, mais, non mais on peut en trouver tous ces intérêts restreints en mécanique, en électrique. Effectivement chez Legrand, l'électricité, on est sur quelque chose qui est cadré.
il n'y a pas de surprise, donc si on respecte la logique... Encore faut-il accompagner ses capacités. Mais comme n'importe quel enfant. Si je repars... Alors, il y a Julie qui dit « La sensibilisation est pour moi essentielle par rapport à ce que montrent les médias. » Mais les médias, ils font pas tout. Alors, il y a aussi des boutons pour éteindre ou pour allumer. Par rapport à ce que montrent les médias, les personnes autistes sont soit Rainman, oui c'est ça, soit Good Doctor. Mais l'autisme ne se résume pas à ça, ce sont des milliers d'individus passionnants et riches. Moi, je rajouterais aussi compliqué, parce qu'il y a une véritable réalité. Il n'y a pas que des gens qui sont bien, que des gens qui sont sympas, que des gens qui sont intelligents. Il y a aussi toute une autre partie, on fera peut-être une autre émission sur la prise en charge des personnes autistes et qui ont beaucoup plus de mal, et qu'on a beaucoup plus de mal peut-être à accompagner dans l'emploi ou même dans la vie sociale tous les jours. Tout à fait. Alors si on reste sur le champ des personnes qui peuvent travailler, on a effectivement le milieu protégé. Donc aussi. On a parlé des entreprises adaptées tout à l'heure en disant que CO c'était pas une entreprise adaptée, mais là on a les entreprises adaptées, les ESAT, donc qui peuvent en milieu protégé fournir un emploi et ça n'empêche pas derrière que ce soit un palier vers le milieu ordinaire. Exactement. Alors je voulais en profiter, d'ailleurs c'est bien que Julie soit là, parce qu'il existe aujourd'hui quelque chose d'important, c'est l'emploi accompagné. Si on suit la logique, c'est quelqu'un reconnu travailleur handicapé, travaille en milieu ordinaire, il est suivi toute sa vie. Oui. Tout le temps du contrat. Ça, pour moi, c'est la révolution. C'est-à-dire que s'il signe un contrat à 20 ans, en CDI, potentiellement, il peut être suivi jusqu'à la retraite. Et c'est ce que je trouve fascinant, parce que j'ai fait un peu d'insertion dans ma vie. Et si c'est bien fait, c'est quelque chose qui peut être un vrai lien avec l'employeur quand il a des moments de doute, de machin comme ça. Alors qu'en général, l'objectif, c'est l'insertion. On place, la personne, elle signe son contrat, et puis après, on n'est plus vraiment là. Alors que l'emploi accompagné, si c'est bien fait, notamment sur le champ de l'autisme, notamment sur les troubles psychiques, je pense que c'est quelque chose qui peut rassurer les employeurs beaucoup plus qu'on l'a fait jusqu'à présent. Voilà. Tout à fait. Et Julie le fait très bien, puisque voilà, je l'ai vu ce matin. Et, voilà. Ah, mais c'est pour ça. Voilà. Alors, il nous reste 5 minutes. Je voulais juste... assez rapidement, Philippe, alors attends que je me repère dans mon truc, voilà Philippe, tout à l'heure tu me disais, j'ai échoué avec un. Ouais. Alors moi je t'ai repris, tu dis t'as pas échoué parce que tous les jours il y a des gens qui démissionnent, tous les jours il y a des gens, moi je me suis engueulé avec des employeurs, pourtant je suis assez calme et réservé, mais quand tu dis j'ai échoué, de quoi tu parles ? Je sais pas, je l'ai ressenti comme ça, je l'ai dit comme je l'ai ressenti, parce que c'est quelqu'un... Tout à l'heure j'ai employé le mot de belle personne, oui, cette personne est une belle personne, mais malgré tout ce qu'on a mis en place, et les efforts que ça lui a demandé à lui aussi, c'était pas que de notre côté, c'était vraiment les deux. Malgré tout ça, au bout de 2 ans et demi, 3 ans, je ne sais plus exactement combien de temps, on a fini par se rendre à l'évidence que ça ne le ferait pas, quoi. Il avait le fait qu'on ne soit pas une entreprise adaptée, on a quand même quelques contraintes économiques, et que le temps qu'il mettait pour faire les missions qu'on lui confiait était beaucoup trop long. On n'arrivait jamais à rentrer dans un cadre économiquement viable, ce qui lui-même, parce qu'il était tout à fait conscient de ça, le mettait en difficulté et le rendait malheureux. Et on se rendait malheureux l'un l'autre au bout du bout. Alors je dis ça, ça a l'air tout mignon comme ça, mais c'était pas mignon du tout au quotidien à vivre, ni pour lui ni pour nous. C'est une histoire de travail. Oui, on est d'accord, mais moi j'ai ressenti comme un échec, vraiment. Alors c'est intéressant de ce que disait Andrea tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est une histoire de travail, comme il s'en déroule des milliers chaque jour, qui se passent plus ou moins bien. Là, on n'était pas sur une histoire de compétences, mais peut-être de capacité à un moment donné dans un cadre donné. Et effectivement, c'est intéressant qu'il existe des structures intermédiaires, des aménagements de travail, des choses comme ça. C'est aussi ça. Oui. Mais c'est aussi vrai, ça, pour plein d'autres gens qui ne sont pas forcément en situation d'autisme. On arrive à la fin. Je vais commencer par Andrea, je vais faire Philippe après, et puis on va terminer avec Denis. Andrea,
emploi, autisme, sur quoi, allez, en une phrase, sur quoi on doit encore progresser? La sensibilisation, c'est le préalable pour moi. Et du coup, voilà, Philippe en a bien parlé tout à l'heure, c'est que si l'entreprise et le chef d'entreprise, parce qu'on parle des collègues, Oui. mais si les collègues sont sensibilisés, mais que le chef d'entreprise reste dans cette première approche productive, qu'il n'aura pas le premier jour ni la première semaine, Ça n'ira pas. Très bien. En une phrase, elle le fait bien quand même. Hein, Philippe, il faut que tu fasses la même chose en une phrase, en essayant à la fin de la phrase de te rappeler de ce que tu voulais dire au début. Est-ce que ça, c'est possible pour la dernière phrase de l'émission? Fallait pas m'inviter. Alors, toi, tiens, sur quoi on doit avancer? Ou alors peut-être, attends, te connaissant un peu, pas sur quoi on doit avancer, toi, sur quoi tu dois progresser? Tiens, ton entreprise, sur quoi elle doit progresser pour que cette intégration de tes collaborateurs soit encore meilleure? Tiens. À part changer de RH, hein, je parle. Elle sera ravie d'entendre ça. Non. Non, non, le sujet est très vaste. Là, il n'y a pas un point. Il n'y a jamais un point qui fait qu'on réussit ou qu'on échoue. C'est une multitude de points. Et comme on est sur de l'humain, que là, on est sur des choses qu'on ne maîtrise pas sur l'autre, c'est... Oui, ben si, finalement, oui, il y a un point essentiel sur lequel on doit pouvoir évoluer, c'est l'adaptation. Voilà. L'adaptation. En fait, c'est l'adaptation permanente. Ah oui. Et des deux, d'ailleurs. Hein. Tu le disais tout à l'heure, parce qu'on a toujours le sentiment, la sensation qu'on dit on doit s'adapter à la personne en face, mais la personne en face, dans un cadre de travail, doit s'adapter aux réalités de travail. Hein. Et en fait, on se retrouve à un moment donné. Voilà, vous avez vu, il a réussi en une phrase à trouver ce point. Denis, on arrive au bout. Comment tu vois l'avenir, toi, Denis? Me dis pas que tu vas démissionner demain, parce que là, forcément, mais comment tu vois l'avenir? Pour l'instant, j'ai pas l'intention de démissionner. J'ai acheté un appartement. Pour l'instant, tu fais bien de dire pour l'instant. Moi, c'est chaque fois qu'on parle de mes mariages, je dis pour l'instant. J'ai acheté un appartement récemment, j'ai des travaux à faire. J'ai un emprunt sur 20 ans. Ah bon, d'accord. Différentes. Ça nécessite de travailler encore un peu. Ouais, il y a un peu de travail. Continuer dans la technique. Chez Legrand, peut-être, il y a une partie de ma mission où je ne suis pas complètement satisfait, donc j'aimerais peut-être en bouger peut-être au sein de Legrand pour faire quelque chose d'un peu moins, mais sinon... D'accord. Écoute, je vais recevoir là, début 2023 là, le DRH là, de chez Legrand, que je salue, j'espère qu'il nous écoute, là, Bruno de Baptiste, hein, qui est en situation de handicap, hein, d'ailleurs, et il le sait, on a déjà parlé, il en parle très bien, il est malentendant, très sensibilisé à la notion de handicap. Écoute, je lui dirais, hein, tu veux changer, j'attends. C'est pas forcément la peine. Non, mais bien sûr. Au sein de l'équipe, ils sont au courant. Bon, très bien. Merci beaucoup, Denis. Merci d'être revenu jusque-là. Écoute, je suis ravi d'avoir fait ta connaissance. Et puis, j'aimerais bien avoir moi, autant de compétences que toi sur l'informatique. Merci, Philippe. C'était, les gens, peut-être que les gens qui ont regardé ne connaissent pas trop Philippe, mais on a besoin de gens comme ça, hein, qui sont des chefs d'entreprise, mais aussi, on aurait pu parler de plein d'autres choses. Hein. Il est très impliqué dans la vie citoyenne et c'est comme ça aussi que les choses avancent. Et merci Andrea, c'est quasiment la reine-mère. Hein. Andrea, regardez, elle n'a pas bougé du fauteuil, c'est vrai que le fauteuil lui va ravir. Merci beaucoup d'être venu jusque-là. Je sais que toi et ton équipe, vous faites du boulot super. Julie, c'est pareil. Faut continuer. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On va parler d'un sujet qui pour moi est extrêmement important et qui pourrait avoir un lien avec ce qu'on vient de dire ce soir, c'est les salariés aidants. C'est bien joli de travailler sur l'inclusion, c'est bien joli de travailler sur la désinstitutionnalisation. C'est vrai, c'est intéressant tout ça, mais qu'est-ce qu'on fait à la maison? Voilà, ça sera pour la semaine prochaine. Une fois de plus, merci à ceux qui accompagnent cette émission et merci à vous de l'avoir suivi. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.